Donc pour cette session, on va vous présenter l'intégration dans le sens IoT. Donc on va partir d'un objet connecté, qui est un bracelet, et on va faire derrière du traitement sur leurs données. Et via un projet qu'on a fait en POC pour la société OpenField, qui m'accompagne pour cette présentation avec Gilles Buinouf. Donc moi je suis Mathieu Klotz, je suis architecte Azure chez Selenza. Et donc moi c'est Gilles Buinouf et moi je suis responsable de la DMP chez OpenField. Donc, pour commencer, on va vous présenter OpenField, ensuite le contexte de notre projet POC, et ensuite comment on a ingéré les données de nos objets connectés. Donc ici c'est un bracelet qui est la bande 2. Et comment on fait dessus des calculs en temps réel pour au final déclencher une action métier dessus. Donc tout d'abord on va vous présenter OpenField. Je vais laisser... Ouais. Donc bonjour à tous. OpenField, c'est une solution qui permet de gérer des données sur les tiers, B2B ou B2C, et leur comportement, leur consommation, et tout ça afin de rendre de l'intelligence autour des lieux connectés comme des stades ou des centres commerciaux, ce genre de choses en fait. OpenField, c'est 3 briques principalement. C'est la Data Factory qui permet de récolter et de valoriser la donnée. Alors l'idée derrière tout ça, c'est d'avoir effectivement des connecteurs branchés sur des systèmes externes et de collecter un maximum de données qui va ensuite être aussi donc valorisé et agrégé, etc., pour mettre à disposition de la BI qui, elle, va pouvoir visualiser et comprendre la donnée, c'est-à-dire apporter par des tableaux ou des choses comme ça, une intelligence sur la data qu'on n'aurait pas au niveau de la DMP. Et enfin, la dernière brique, c'est la partie CRM, qui est le Business Management, qui est à l'heure actuelle chez Microsoft Dynamics. Et là, l'idée, c'est d'agir sur la donnée et de directement apporter une solution marketing sur des données qu'on a collectées plus tôt. Donc, la partie Data Factory, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, collecte de la donnée, la stocke, elle organise. Et en fait, on collecte sur plein de canaux différents. Ça peut être effectivement des sites web, des cartes de fidélité, du comptage, des bornes Wi-Fi, des systèmes de contrôle d'accès. Et voilà, en fait, on essaie de récupérer un maximum d'informations sur les comportements ou les tiers qui ont pu agir à un moment donné et rentrer dans notre système. Et en plus de collecter cette donnée, l'idée c'est qu'on évidemment la stocke, puisqu'il va falloir la travailler et la transmettre aux différentes briques d'OpenField. Et après, on a aussi tout un tas de briques de calcul, de machine learning ou de data management, etc., qui vont permettre d'agréger et de la rendre un peu plus accessible pour les différentes briques. Éventuellement aussi, on la redistribue à d'autres partenaires qui peuvent se connecter chez nous, récupérer cette donnée telle qu'elle est présentable. Alors le projet qu'on vous présente là en particulier, c'était un POC qui tournait autour de la mise en place de solutions domotiques pour les résidences pour seniors. Et on avait élaboré deux scénarios principaux. Le premier, c'était à partir de la détection d'une chute, le déclenchement d'alerte directement aux personnes qui éventuellement ont eu un problème, etc. On voulait détecter, à partir de la détection de la chute, pouvoir agir et faire quelque chose pour pallier au problème de la personne. Et on avait un deuxième scénario qu'on ne va pas trop vous présenter ici, là, mais qui consistait plutôt à agir via l'IoT sur les objets qui étaient directement implémentés chez la personne. Et donc, c'était par exemple prévenir le réveil de la personne et pouvoir anticiper tout un tas d'actions au moment de ce réveil. Sur le scénario de la chute, en fait, l'idée c'était de pouvoir déclencher une alerte si une personne avait un malaise. Ça, c'était le point de départ. Et éventuellement, sous différentes formes, prévenir soit les gardiens, soit directement s'interconnecter avec la montre de la personne pour essayer de lui demander si tout allait bien, soit déclencher directement une alarme plus forte au niveau sécurité. Donc comment ça se matérialise? En fait, à l'intérieur de l'appartement de la personne,
on a pas mal de choses. Il y a d'abord effectivement la montre que je porte au poignet qui est connectée à la personne âgée, enfin, qui est connectée, que la personne âgée porte, et qui, elle, connectée à des box qui sont placées dans l'appartement. Donc là, c'est purement la domotique avec des capteurs aussi sur les lumières, chauffage, etc. Et derrière, ces box sont en permanence en connexion avec OpenField, se transmettent des informations. Et là, côté OpenField, on a des services externes qui nous permettent, nous, de pouvoir déclencher des alertes, soit par email, soit par divers canaux qu'on peut atteindre. Ouais. Donc, quelle architecture on a mis en place pour gérer cette solution de chute? Donc, tout d'abord, on a la bande 2 qui est notre device qui va permettre de détecter l'accélération, la vélocité et différents paramètres sur la personne. Ensuite, en termes de domotique, de façon à pouvoir simuler nos box domotiques, on a utilisé un Raspberry Pi, donc, qui est ici, qui est un peu plus bricolé quand même que la version qu'on a utilisée, beaucoup plus bricolé. Ensuite, toutes nos données sont poussées sur Azure via l'IoT Hub. Donc l'IoT Hub, et je vous le présenterai plus tard, est un hub d'événements. Donc vous pouvez pousser vos événements dessus, derrière l'autorisation, etc. Derrière, ces événements sont consommés par du service fabrique via un modèle acteur qui va nous faire des calculs et pousser les données dans un event hub qui sera consommé par un stream analytique. Stream analytique sera capable de faire des calculs mais sur des fenêtres de temps. Et enfin, lui va nous permettre de détecter s'il y a une chute. S'il y en a une, ça part dans une queue qui est consommée par une logic app qui va envoyer un mail pour dire que quelqu'un a une alerte. Et au passage, qui va renvoyer via une API app dans l'IoT Hub un message qui va partir dans le Raspberry pour, ici dans notre cas d'usage, allumer les lumières. Dans le cas de la solution domotique, c'était allumer une alerte à l'extérieur de l'appartement de la personne. Alors, premièrement, il a fallu trouver qu'est-ce que c'était qu'une chute. Donc, il a fallu farcir un peu l'aspect de la bande. Donc, la bande se définit en 3 axes, X, Y, Z. Et l'objectif, c'était de déterminer, quand on tombe, quelle métrique ça nous retourne. On a fait plusieurs exemples. Donc, ici, j'ai un tapis d'escalade qui était présent chez OpenField. Il y a beaucoup de personnes qui sont tombées dessus. On a récupéré pas mal de métriques. Et ça nous a permis de déterminer quand est-ce qu'on voit une chute. Donc, quand ici l'oscillo est quasiment plat, donc c'est les accélérations X, Y et l'accélération totale, qui est le vecteur de toutes les accélérations, on voit qu'il ne se passe rien. Quand vous marchez, l'accélération est à peu près toujours égale à 1 g. Quand on tombe, on commence à avoir des variations. Donc ici, l'axe des Y tombe, logique puisqu'on part vers le bas, donc on est en négatif. Là ici, il y a un mouvement vers l'avant sur le X, donc forcément ça augmente. Et si on prend l'accélération totale, à ce niveau-là du pic, ce pic-là correspond au moment de l'impact. Au moment de l'impact, il y a un soudain arrêt complet, et c'est ça qui provoque une forte accélération. Parce que vous passez d'un mouvement à 0 d'un coup, et c'est considéré comme de l'accélération. Et après, tout redevient normal. Si on regarde après la courbe de temps, tout se passe à peu près sur 350 millisecondes. Donc, en partant de là, on a essayé de déterminer, enfin on a essayé en tout cas, de mettre en place notre SI pour détecter cette chute et du coup provoquer une alerte. Donc premièrement, il a fallu d'abord récupérer nos données. Donc c'est le rôle de l'IoT Hub. Donc la bande envoie les données via Bluetooth à notre Raspberry qui est sur Windows 10 IoT Core, qui pousse ces données dans l'IoT Hub. L'IoT Hub, qu'est-ce que c'est? C'est une passerelle qui permet de connecter vos objets connectés, soit qui ont la possibilité de se connecter directement en IP à votre passerelle, soit via une gateway. En l'occurrence, la bande ne peut pas se connecter directement via IP sur le IoT Hub, c'est pour ça qu'on est passé par le Raspberry, qui lui a cette possibilité. Par défaut, IoT Hub vous propose 3 protocoles d'accès, MQTT, AMQP, HTTP. Si vous avez besoin de rajouter par exemple du WebSocket pour être un peu plus temps réel, imaginons que l'IoT Hub ne soit pas assez rapide, vous pouvez créer vos propres gateways et du coup mettre vos propres protocoles par-dessus. Typiquement, là où ça peut être utile, c'est si vous avez envie de faire de l'intégration et que vous n'avez pas la possibilité, vous n'avez pas les bibliothèques pour faire du MQTT, MQP ou HTTP, vous pouvez tout à fait créer votre propre protocole pour, par exemple, pousser depuis Bistalk ou depuis votre CRM, je ne sais pas quoi, via l'IoT Hub. Ça peut être un cas d'usage.
l'IoT Hub, qu'est-ce qu'il permet derrière? Un, il permet de faire du traitement d'événements. Deux, d'avoir une logique de monitoring sur vos objets connectés. Donc vous savez s'ils sont en ligne, s'ils sont offline, depuis quand ils ont émis leur dernier événement, etc., etc. Et enfin, vous avez toute du device management qui va considérer à faire du provisioning de vos applications, enfin de vos devices. Donc vos devices, pour se connecter à un IoT Hub, ils ont une clé de sécurité, ils ont, qui peut être changée, qui peut être renouvelée. On peut faire aussi du restart, on peut faire du firmware update, etc. Enfin, plein de management sur votre appareil. Donc, je vais vous faire une petite démo. On va essayer de faire ça avec le... Donc, à l'ancienne en Notepad++. On va peut-être mettre un peu de coloration syntaxique. Donc là, ce que je vous montre, c'est le code du Raspberry. En gros, il n'y a pas grand-chose dessus. Oula. Non, ça, c'est pas mon code. Ah, celui-là, c'est un peu mieux. Hop. Donc, qu'est-ce que je fais dans mon code? Premièrement, je me connecte à la bande. Donc, c'est ce que je lui dis ici. Cherche-moi la bande en Bluetooth. Donc, le SDK de la bande me permet de le faire. Ensuite, je lui dis, une fois que tu as trouvé une bande, tu t'y connectes et tu vas t'abonner au gyroscope. Le gyroscope, il faut en fait le poler. Donc, ce n'est pas la bande qui nous transmet directement l'événement. C'est à nos Raspberry d'aller chercher l'information sur le bande. Certaines montres connectées, comme celle que j'ai ici, qui est une Garmin, poussent automatiquement l'événement. Donc ça dépend vraiment du device que vous avez derrière. Ensuite, je lui dis, commence-moi à lire toutes les datas et commence à écouter les messages pour la partie retour. Derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai un hub client. Ce hub client, c'est ni plus ni moins que la connexion à l'IoT Hub. Dedans, je lui passe l'URL de mon IoT Hub et la clé de l'appareil et le nom de l'appareil. Pour gérer mes appareils, il y a un outil qui est particulièrement ergonomique, en faisant beaucoup d'ironie. Donc c'est un outil officiel. Vous avez accès à la liste de vos appareils, et d'ici vous pouvez les supprimer, les mettre à jour, changer leurs propriétés. Vous pouvez faire, derrière vous pouvez avoir des notions de concentrateur. Donc vous pouvez avoir 10 appareils connectés, et derrière les jumeler en fait pour avoir un appareil virtuel. Et lui derrière il sera capable de... quand vous poussez un événement vers cet appareil virtuel, il va le broadcaster à tout le monde. Vous pouvez vous amuser à voir les dernières données poussées par vos appareils. Et vous pouvez pousser des données aux appareils pour tester la chose. Côté portail Azure, c'est au niveau de l'IoT Hub. Qui va arriver. On a quelques possibilités qui sont, changer les chaînes de connexion. Donc il y a plusieurs types de chaînes de connexion. Il y a ceux des appareils. Chaque appareil a sa chaîne de connexion. Mais on a aussi la notion, l'owner, il a accès à tout, c'est en gros l'administrateur de l'IoT Hub. On a les services, donc les services n'ont pas accès direct, peuvent simplement pousser des événements aux appareils ou lire les événements qui viennent des appareils, mais ne peuvent rien faire d'autre. Et après, on a la possibilité de lire ou écrire le registre de l'IoT Hub. Lire ou écrire le registre consiste simplement à mettre à jour votre liste d'appareils, créer des appareils, les supprimer, gérer les mises à jour de firmware, etc. On a toute une option qui s'appelle messaging. Donc la partie messaging, ça représente ni plus ni moins que la partie collecte de vos événements. Donc vous pouvez paramétrer la rétention de vos messages, etc., etc. Le nombre de fois où un message peut être lu, puis s'il part en échec, ça tombe. Vous pouvez activer ou pas le plot de fichiers, donc si vous voulez que vos appareils puissent pousser des fichiers, etc., etc., etc. Truc pratique aussi qui est une nouveauté. Vous avez le filtrage IP, donc vous pouvez filtrer explicitement. Pardon. Vous pouvez filtrer explicitement qui a le droit ou pas d'accéder à votre IoT Hub. Donc voilà pour la partie IoT. Juste vous montrer une dernière chose. L'API. Dans le Raspberry, j'ai utilisé le SDK fourni par Microsoft. Mais comme je vous disais, l'IoT Hub est totalement interopérable. Et donc, j'ai fait une petite API en .NET Core qui est utilisée plus tard par ma Logic App. Et elle utilise directement le protocole AMQP. Donc j'utilise ici une bibliothèque AMQP. Et derrière, j'ai toute ma connexion
à la MQP, enfin à l'IoT Hub et à la MQP. Celui-là, toute cette partie-là, je m'en sers pour pouvoir pousser directement un message à mon device. Donc on va reprendre la suite. Une fois qu'on a nos données, l'idée c'est de pouvoir les calculer. Donc maintenant, c'est Service Fabric qui va rentrer en jeu avec Stream Analytics. Donc Service Fabric, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui permet d'héberger vos microservices. Et c'est une plateforme c'est un framework qui est fourni par Microsoft sur lequel s'appuient de nombreux services Azure, DocumentDB, SQL Database, etc. Qu'est-ce qu'elle vous fournit? De la haute dispo. Elle vous fournit du load balancing. Ce n'est pas dans la slide, mais vous avez aussi de l'hébergement de conteneurs Docker. Vous avez de la réplication, du failover. Il y a des très belles démonstrations d'SQL Server montées sur Service Fabric avec la mise en place de failover automatique, pour ceux que ça peut intéresser. J'avoue que je n'ai pas essayé de mettre Beanstalk dessus, pourquoi pas. Et on peut s'en servir pour faire de l'intégration hybride, puisqu'on peut se connecter facilement avec lui à votre private cloud, à d'autres clouds, qui sont sur Amazon ou autres, et directement sur Azure. Azure vous le fournit en format PaaS. Toutefois, vous pouvez télécharger l'exécutable et l'installer sur votre plateforme, sur Amazon par exemple, sur Google ou autre, tout ce qui héberge des VM, ou chez vous en on-premise. Un des avantages de Service Fabric, c'est le modèle acteur. Donc le modèle acteur, c'est quoi? Un acteur, c'est un petit composant logiciel qui est capable de traiter un message et qui va discuter avec d'autres composants uniquement par message. Le principe même d'un acteur, c'est qu'il sait traiter une seule entité. Dans mon cas, une entité, c'est une montre connectée. Donc je vais avoir autant d'acteurs qui vont rentrer en jeu que j'ai de montres connectées à mon SI. Ces entités ont une empreinte mémoire très légère, et si j'ai une montre connectée qui n'est plus présente, mon acteur va être tué automatiquement. Ensuite, je vais avoir Stream Analytics. Donc comme j'ai montré dans mon schéma, mon service fabrique prend les messages, va faire un calcul. Donc c'est lui qui va calculer en fait l'accélération totale et la vélocité. Il va repousser ça dans un event hub. Donc un event hub est aussi un hub de messages. Et derrière, j'ai Stream Analytics qui va me faire des calculs. Stream Analytics, c'est faire quoi? Beaucoup de choses quand on voit cette slide. Plus compliqué à mettre en œuvre. Cas de base, vous pouvez simplement pousser vos données dans un storage Azure, pas mal pour pouvoir les stocker à froid, pour plus tard éventuellement appliquer du big data dessus, donc avec du Hadoop, avec de nombreuses solutions qui existent sur le marché, ou éventuellement appliquer du machine learning. Une des fonctionnalités intéressantes de Stream Analytics, c'est que vous pouvez, sur un événement, appeler machine learning sur cet événement, et derrière, il va vous renvoyer une prédiction ou pas. Nous, on ne l'a pas appliqué dans Spock, mais on pourrait tout à fait imaginer qu'on lui envoie une accélération, enfin un ensemble d'accélérations sur 350 millisecondes par exemple, et lui va nous retourner est-ce que c'est une chute ou pas, plutôt que faire comme nous au pas bas. Donc démo, je vais essayer d'aller très vite, parce qu'on a un peu débordé, sous réserve que j'arrive à quitter ça. Hop. Ou pas. Eh bien tu me le quittes ou pas? Alors, la premier use case, c'était de créer mon service fabric. Donc, j'ai déjà créé mon cluster. Je vous passe le détail de la création. Il y a plusieurs types de tiers. Est-ce que vous voulez ou pas du load balancing? Est-ce que vous voulez ou pas que Microsoft gère automatiquement la mise à jour de votre plateforme, etc., etc. Je vous passe tout ça. Une fois que vous avez créé votre cluster, vous avez donc l'explorateur qui vous fournit du monitoring dessus. Donc là, j'ai 5 nœuds, donc 5 machines derrière. J'ai déjà installé mon application de détection, donc je vois ici l'ensemble de mes services et l'ensemble de mes acteurs. Donc j'ai quelques données connectées dessus. Et j'ai du monitoring dessus, donc je peux savoir, bah, il ne s'est rien passé, donc forcément on ne va pas y voir grand chose. Puis j'ai pas d'erreur, est-ce que j'en ai? Non, j'en ai pas, donc bah, tant mieux. Donc voilà. Comment derrière on fait le packaging de tout ceci, comment on crée nos applications? Ici, dans ma solution, j'ai l'ensemble de mes acteurs. Donc je vais en prendre un qui va traiter mes événements dans l'Event Hub et faire mon calcul. Derrière, j'ai un service. Alors, hop. Donc d'abord, j'ai un petit programme en fait qui dit, à Service Fabric de créer un nouveau Event Processor Host. Donc c'est lui qui va derrière se connecter à l'Event Processor et me récupérer les événements,
enfin l'Event Hub de l'IoT Hub. Et derrière, il va instancier un service qui est ici, qui lui aura pour rôle de créer un event processor. Alors là, c'est tout le SDK de l'IoT Hub. Je vous le passe, il est sur GitHub. Vous pouvez le télécharger, les samples ils sont présents. C'est bêtement le code de Microsoft. Hein. Il n'y a pas d'invention dessus. Et sur un message particulier, je vais lui dire, donc c'est ici, l'acteur ID ici, moi c'est le nom de ma bande, de ma montre connectée. Je vais lui dire, instancie-moi un acteur. Quand je vais recevoir un message, il va transmettre le message après à cet acteur, et mon acteur derrière va traiter mon événement. Si je prends mon acteur, derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il va recevoir donc mon JSON, et il va me calculer, alors c'est très barbare comme code, l'accélération, la vélocité, etc. Et il va me pousser tout ça dans un autre Event Hub. Une fois que mon Event Hub est rempli par Service Fabric, j'ai mon Stream Analytics qui va rentrer en compte. Donc là, Stream Analytics, il n'y a rien dans Visual Studio. Il est où Job? Si vous voyez un truc qui s'appelle Job. Là, merci. Donc, un Stream Analytics, pour faire simple, ça a des entrées. Ici, pour moi, c'est un Event Hub. Un peu long. Qui est celui les datas qui proviennent de mon service Fabric. Ça a une sortie. Les outputs qui sont là. Donc moi, c'est une queue qui va être consommée par ma Logic App derrière. Et ça a une requête. Et la requête, vous allez le voir, on est très très proche d'un SQL. Donc pour n'importe quel développeur qui a fait un peu de SQL, c'est assez facile. Je fais un select depuis ma source. La seule vraie plus-value qu'on a, c'est cette notion-là, qui est de fenêtrage. Donc ici, on est sur une fenêtre glissante, donc glissante de 350 millisecondes. Mais on a d'autres types de fenêtres, dont les tumbling windows, par exemple. Le tumbling, c'est je prends 5 minutes, puis après je repasse à 5 minutes après, etc., etc. Et après, il y en a une autre dont j'ai perdu le nom, où on peut avoir des trous. Donc je prends des données pendant 5 minutes, j'arrête pendant 1 minute, je reprends pendant 5 minutes, etc. Selon le use case, il faut choisir le bon fenêtrage. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde tous les événements qui ont été calculés par mon service Fabric. Il regarde si j'ai une accélération de 2,2 ou une vélocité de 110. La vélocité, c'est la vitesse à laquelle vous tombez, en mètres par seconde. Et tout ça dans une fenêtre de 350 millisecondes. Si j'ai ça, dans ce cas-là, j'ai une alerte qui est créée. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la partie business. Si on peut passer en full screen. La partie business, on va aller très vite. Vous avez déjà vu pas mal de Logic App dans la journée. Donc, j'ai mon Stream Analytics qui m'a alimenté ma queue. J'ai un Logic App, en fait, donc je ne vais pas vous mettre sur le portail Azure, vous l'avez vu, qui va me pousser un mail pour me dire que quelqu'un est tombé. Et via mon API App que je vous ai montré tout à l'heure, va envoyer un message à mon Raspberry pour allumer les lumières. Donc, on va se lancer dans la démo. On va juste attendre de connecter tout ça sur Internet. Alors la démo, c'est une vraie chute. Hein. J'ai un cobaye désigné. C'est ça. Bon courage. Alors un tapis d'escalade, c'est assez dur. Hein. Oui. Donc, on a fait beaucoup de tests et je peux vous assurer que c'est vraiment dur. Il y a eu quelques bleus. Est-ce que tout fonctionne? Oui, dans 10 minutes, j'aurai fini. 9 minutes. Allez. Si entre-temps, vous avez des questions, tant qu'on démarre tout. Ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, je voudrais savoir si par exemple la personne âgée perd sa montre, est-ce qu'il y a une alerte parce qu'il y a une chute aussi ou bien c'est pas pris en compte? En fait, pour être très honnête, le scénario de chute, il était pas forcément évident à bien matérialiser. Parce que ce que vous décrivez là, c'est un process qui est déjà particulier, mais en fait, même suivant les personnes âgées, la chute, elle va se matérialiser différemment. Pardon, je vais prendre le micro. Pardon. Oui, donc en fait, suivant les personnes, la chute va se matérialiser complètement différemment. Et en fait, dans un premier temps, on est parti sur des prédicats. En fait, on a dû faire nous en disant, ok, on prend la chute, elle arrive à ce moment-là.
En fait, toute l'idée de la suite, voilà, c'était encore en mode POC, mais l'idée de la suite, c'était d'ajouter du machine learning pour pouvoir comprendre ce que c'était la chute chez cette personne-là en particulier. Mais effectivement, ce que vous dites là, c'est que ce que vous décrivez, c'est finalement c'est une chute et qui aurait été dans ce mode-là, probablement, ça aurait déclenché au moins une alerte qui aurait nécessité. Alors, on avait aussi comme projet de déclencher une alerte sur la montre directement, où la personne, ou sur une application mobile où la personne aurait dû, par exemple, juste dire OK, non, tout va bien, avant qu'on appelle les urgences ou quoi que ce soit en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour compléter, ouais. Si pendant la chute la personne perd sa montre, dans tous les cas la montre va taper le sol, donc il va y avoir une forte hausse d'accélération, donc on va détecter la chute. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'il y a un cas qu'on n'a pas pris en compte, c'est si la personne enlève sa montre et qu'elle la pose, typiquement la nuit, qu'elle se lève, bah là on n'a rien pour dire si elle tombe. Et après voilà, on a pris la bande comme un POC, c'est clairement pas l'appareil qu'il faut pour ce use case. Alors un des use cases qu'on avait, après je peux pas trop rentrer dans le détail, en fait on a couplé, là c'est pas le code que je vous ai montré, c'est pas le code qu'on a mis en place. On a en plus couplé ça à toute la domotique présente. Dans la domotique, il y a des capteurs de mouvement, il y a pas mal de trucs. Donc on se sert aussi de ces événements-là. Là, pour la démo, on va prendre que la bande, mais on a quand même d'autres infos. Néanmoins, c'est vrai que la personne qui se lève la nuit, ça reste compliqué encore à détecter si elle tombe ou pas. On a eu beaucoup de mal là-dessus. Ah, super. Bon, on va essayer que ça marche. Ok. On va croiser les doigts. Je vais la faire soft. Merde, t'as pas été celui. Alors, du coup, stabilité. Attends, on va commencer. Ah, mais quand je dis qu'on finit avec des bleus, c'est pas pour rien. Hein. Alors, hop. Il avait prévu de faire tomber plusieurs fois en fait. Ah, mais ça, t'avais l'habitude. Est-ce qu'on est bon? Non, c'est pas prévu de montrer l'écran. Bon, après, je peux montrer l'écran du Raspberry, mais pas grand chose dessus. Bon, si. Hop, c'est bon. Là, on est pas mal. Attends. Hop. C'est pareil, hein, le Raspberry en production pour de la domotique, vous oubliez. Hein. C'est pas du tout fait pour ça. Il y a une instabilité quand même assez importante. Hop. Donc il est prêt. Je te passe pas le micro pour que tu tombes. Là c'est bon. Et voilà. On va tout finir. Voilà. Avez-vous des questions? Non. Ben, juste pour conclure, voilà ce qu'on a mis en place. Donc on a la bande 2 qui envoie les données au Raspberry. Derrière, on a un IoT Hub qui s'occupe de l'ingestion de données. On a une partie calcul en temps réel avec du service fabrique, du stream analytique. Et derrière, une partie business qui s'occupe de l'alerte avec du Logic App, de l'API App. Et enfin, un envoi de mail, je n'ai pas montré, j'ai reçu le mail qui me dit qu'une personne est tombée. On pourrait tout à fait imaginer qu'on pousse la donnée dans un CRM, derrière, ce serait Mondial Assistance ou je sais pas, n'importe quel assureur ou je sais pas quoi, qui pourrait via son CRM voir que quelqu'un est tombé, provoquer un appel aux urgences, etc. Alors on l'a pas mis en production, on peut s'en douter qu'on ne part pas avec une solution de POC en production. Mais ouais. Bah, en fait, pour être très honnête, il y a pas mal de choses qui rentrent en jeu en fait, au moment de passer en production. Et il y a une partie
plutôt qui tourne autour du juridique en fait. C'est à savoir, il y a derrière, il y a des engagements qui sont potentiellement pris sur le fait que quelqu'un chute et qu'on doit intervenir et à partir de quel moment, qui doit porter la responsabilité du. Alors, moi j'en ai, mais pas d'OpenField. C'est un client domotique assez connu, un concurrent d'un Français qui s'appelle Legrand. Donc c'est un concurrent, c'est pas Legrand. En gros, j'ai à peu près 400 maisons actuellement branchées dessus. Et en résidence, quand j'ai quitté le projet, on était à 350 appartements. Alors, chaque appartement avait sa propre box. Un appartement, c'était une trentaine d'appareils connectés. Une maison, on a à peu près une cinquantaine d'appareils connectés. Voilà. En sujet, il y en avait deux. C'était un domotique, c'était du pilotage d'appareils domotiques chez soi, plus de la surveillance de température pour les normes RT 2012, etc. Chose classique, tout à fait. Et après, j'avais un autre sujet qui était du pilotage de panneaux photovoltaïques pour les maisons individuelles. Donc avec une notion de marketplace dedans pour faire de la revente d'électricité, optimiser vraiment les allumages, l'extinction des panneaux photovoltaïques. Et derrière, le suivi de facturation et tout. Voilà. Donc oui, à ce jour, j'étais à peu près à 500, 600 ou un peu plus maisons équipées. Avec la même stack, hein, quasiment. D'autres questions? Oui. Personnellement, non. Non. Après, dans l'autre projet que j'ai fait pour le concurrent, ils avaient monté leur propre box. Bon, ils ont un métier là-dedans. La domotique, c'est un vrai métier. Il y a des normes qui s'appliquent dedans. Donc, il y a des normes comme KNX. On peut faire des choses avec de l'Ethernet. Enfin, c'est vraiment un métier. Derrière, il faut des installateurs qui soient certifiés pour pouvoir mettre dans les maisons. Enfin, c'est pas quelque chose de simple en fait. Donc la partie ici, on peut s'amuser à faire avec du Raspberry, mais pour la production, c'est pas aussi de s'amuser avec. Et vraiment derrière, il faut de l'électronique. On se doute bien qu'il faut que ce soit étanche. On peut pas s'amuser à changer les compteurs des prises tous les 4 matins. Enfin voilà. Donc il y a derrière de l'électronique fin. Et là, je pense à mon avis qu'il faut plutôt passer par du custom. Et les clients que je connais sont partis sur du custom. Merci.